Ce qui m'a beaucoup marqué, c'était lors du premier match. On fait une réunion technique, on arrive dans les versions, on regarde tout. On finit les échauffements. J'appelle, je vais à côté de Eric Bailly et puis Deli Simon. Et puis je leur demande, les gars, les 6 mètres là, comment on les joue? Les gars disent, ah, on joue comme tu veux. Il dit, OK, on joue comme il veut. Il dit, OK, pas de souci. Tous les 6 mètres là, je veux que Eric vienne dans la surface, comment on appelle, Simon vient dans la surface. Et il appelle Mika aussi. Il dit, Mika, à chaque fois que je contrôle le ballon, je vais te voir devant moi. Tu vois? Donc, après, parce qu'on n'a pas fait, c'est le truc qu'on n'a pas fait à l'entraînement. Tu vois, les sorties de balles. Donc, eux tous sont surpris, mais ils regardent comme ça. Ils disent, lui, il est en train de dire quoi? Donc, effectivement, on arrive au stade, le premier 6 mètres. Et il voulait partir, il voulait qu'il dégage. Tu vois? Il dépose le ballon, il donne le ballon à truc, comment il s'appelle? Eric Bailly, il me remet, il donne à Deli Simon. Deli Simon me remet, il remet. Je contrôle et je vois Mika en deux. Je donne à Mika, pouf. Et tout ça, ils me regardent comme ça. Ils sont surpris au fait. Tu vois? Donc, maintenant, ils ont eu une petite assurance. Maintenant, le deuxième ballon qui vient, le deuxième 6 mètres, il dépose, il dit avancer. Ils ont commencé à m'insulter. Ils ont commencé à m'insulter. Il a fait exprès, il voulait voir les réactions. Et puis, la mi-temps arrive, il y a comment il s'appelle? Canon, Wilfried Canon. Il vient comme ça, il dit, hey, toi, tu as quel problème? Il dit, c'est comme ça, il veut être pour être dans le match. Il dit, ouais, tu joues bien au pied. Parce que c'est rare qu'ils allaient nous voir jouer comme ça, on dépose et puis devant. Donc, il a essayé de rassurer tout le monde après. Tout le monde, c'était eux-mêmes, ils voulaient ça il y a longtemps, tu vois. Ouais. Donc, je les ai mis dans le bain, non, et puis tout doucement, progressivement, on essaie d'avancer. Non. Bonsoir et bienvenue de nouveau chez Momo Keïta. Aujourd'hui, je tiens avant tout propos à vous remercier pour tous vos commentaires et surtout vos mots d'encouragement à travers mes réseaux. Vous êtes les meilleurs, les gars. Et pour ça, j'ai décidé de vous ramener l'une des plus grosses pointures de notre football. Recevons ensemble Sangaré Badra Ali, le protecteur de la cage des pachydermes. Bonjour, Badra. Bonjour, Momo. Comment ça va? Et ça va super. Ça va et toi? Ça va, tranquille. On est là, on ne se plaint pas. D'accord. Alors, on m'a dit, tu sais, généralement, les académiciens, ils ont tous un petit nom et tout. On m'a dit pour toi, c'est Xavier. C'est ça où je me trompe? Non, c'est pas ça. Xavier, c'est un pote à moi qui me l'a donné. C'est Diop pour moi qui m'appelait Xavier. D'accord. On aimait, déjà à l'académie, on aimait regarder, on n'avait pas le choix souvent, on regardait les feuilletons comme Novelas là. Voilà, il y avait un gars dedans qui me ressemblait un peu, et puis Diop a décidé de m'appeler Xavier. Sinon, c'est pas tout le monde qui m'appelle Xavier. C'est Diop et Kafou seulement, je pense bien qu'ils m'appellent Xavier. D'accord. Alors, quand tu dis Kafou, tu parles de Kafoumba Koulibaly, c'est ça? Koulibaly Kafumba. Oui, c'est les deux qui m'appellent Xavier. D'accord, très bien. Alors, je commence généralement l'émission en demandant à l'invité de nous parler de son actualité. Et toi, on la connaît tous, c'est ta signature en première division sud-africaine avec le Sekhukhune United. Est-ce que tu veux bien nous raconter les coulisses de ce transfert? Je pense que c'est une équipe qui me voulait il y a 3 ans comme ça, hein, quand ils étaient en deuxième division. Ils me voulaient depuis fort longtemps. Même l'année dernière encore, ils me voulaient, vu qu'en Afrique du Sud, généralement, les clubs n'aiment pas racheter les contrats. Ils préfèrent les joueurs libres, tu vois, pour pouvoir mieux discuter avec eux. Donc, comme ils ont su que je devrais être libre cette année, donc ils ont patienté jusqu'à aujourd'hui. Voilà, comme mon contrat était fini avec JDA Stars, donc ils ont décidé de m'enrôler parmi eux. D'accord. Et comment ça va? Comment ça se passe là-bas? C'est bien? Tu es déjà à ton aise ou comment ça se passe, les débuts? Ça va, hein, ça va, tranquille, ça va. Je vais pour ma 2e semaine d'entraînement avec eux, mais actuellement, tout va bien. C'est ça, l'Afrique du Sud, je connais un peu. Ça fait 5 ans ici, mais là, c'est mon 2e pays. Donc, je connais un peu les gens me connaissent aussi. Tu vois, donc, ça devient un peu plus facile. En tout cas, félicitations à toi. Mais tu vois, en parlant de transfert, après ta performance en CAN,
Bah, tu avais démenti sur tes réseaux une information faisant écho du fait que tu avais été sollicité par des clubs en Europe. C'est quoi en fait? Qu'en était-il de ce fait? Au fait, c'est les gens qui racontaient. J'avais quelques contacts, mais rien de concret. J'aime pas parler quand quelque chose n'est pas fait. Tu vois, il n'y avait rien de concret. Et puis, jusqu'à la dernière minute, il a attendu jusqu'à la dernière minute. Rien ne s'est fait. Et puis, j'étais obligé de m'engager ici. Sinon, l'idéal pour moi, c'était de signer en Europe. Mais quand les clubs aussi regardaient mon âge, ils doutaient. Il y a beaucoup qui doutaient. Tu vois. Je pense que c'est l'âge même qui a posé problème. Sinon, si c'est côté talent, côté performance, là, personne n'en doutait. Justement, qu'est-ce que tu penses, je veux dire, de l'évolution du poste de gardien de but en Afrique? Quand on voit qu'il n'y a pas beaucoup pratiquement de gardiens, mais il n'y a même pas de gardiens pratiquement africains ayant débuté en Afrique dans les grands championnats européens. Pourtant, le talent, il y est. Pour toi, c'est en fait, qu'est-ce qui est à la base de ça, en fait, pour toi? Je ne sais pas trop, mais mon avis, je pense que, tu vois, les gardiens blancs, techniquement, ils sont au-dessus de nous, les Africains. Donc, généralement, ils se basent sur la technique. Tu vois, il n'y a pas parmi nous les gardiens africains qui ont commencé avec les centres de formation en tant que gardien de but. Donc, je ne dis pas qu'on n'a pas les techniques nécessaires, on a ça, mais eux, ils sont plus en avance que nous, vu que eux, de la formation jusqu'en équipe première, ils ont des spécialistes, ils ont des entraîneurs de gardiens. Nous, en général, même, c'est maintenant les choses commencent à évoluer. Sinon, même il y avait certaines équipes de première division, mais qui n'avaient même pas entraîné les gardiens. Tu vois, après, ça devient difficile. C'est la performance. Les Blancs, avec la technique des gardiens, ils blaguent pas avec. Je vois, je comprends. Alors, assez poser des questions compliquées et toutes les questions périlleuses, je vais essayer de te mettre à ton aise. L'un de tes proches m'a confié que tu étais un mordu du Zouglou. Est-ce que c'est vrai déjà? J'adore le Zouglou. Moi, j'écoute que du Zouglou. D'accord. C'est ce J'écoute qu'on que m'a dit du justement, Zouglou. dit, tu peux écouter le Zouglou du matin jusqu'au soir sans problème. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, j'affirme. D'accord. Donc, dans ce cas, on va jouer à Tiki Taka, qui est un jeu, bien sûr, où je te pose des questions, ou de moi, je te demande je veux dire, des choix, et toi, tu me les donnes, en fait. D'accord? OK. Bon, on va commencer par Zouglou rétro ou nouvelle génération. L'un dans l'autre, c'est Zouglou rétro, ça dépend de quel rétro. Zouglou rétro, j'aime pas Zouglou rétro de 1990, là-bas. Non, 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 non. Quand rétro, on peut parler de Salopa, Soumbil, Yodé, Siro, voilà, cette génération-là, oui, rétro, je prends. D'accord, très bien. Alors, Woyo ou playback? Woyo, D'accord. Alors, Paklo ou Nyapa? c'est pareil pour moi, hein. D'accord. C'est pareil. Bon, allez pour une question un peu plus compliquée, une question qui va te mettre un Ouais. peu mal. Magic System ou Yodé et Siro? Oh, je prends les deux, hein, je Non, prends non, il les n'y a deux, pas hein, ça parce ici. que Non, il n'y a pas ça ici. J'ai dit Magic System ou Yodé et Siro, tout simplement. attends, je clarifie quelque chose. Magic System dans le système Zouglou, Mm. vrai Zouglou plus ivoirien, je prends, comment on appelle, Magic System. Mais si on parle de maintenant, je préfère Yodé Siro. D'accord, très bien. En tout cas, tu t'es bien sorti. Bah, tu as répondu de façon périlleuse, mais c'est assez bien. Bon, on va rembobiner la cassette et partir à ton tout début. Tu commences au centre de formation Silla et Frères. Et c'est par la suite d'un tournoi à Sol Béni que tu es retenu. Mais avant de parler de tout ça, la question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi avoir choisi le poste de gardien de but? Le poste de gardien de but m'est tombé dessus hein, par hasard. Hein. M'est tombé dessus par hasard et puis j'ai adopté la chose. Aujourd'hui, ça me sourit. Sinon, avec Silla Frère,
j'ai commencé en tant que joueur du champ. Et puis, après, par la force des choses, le poste de gardien m'est imposé comme ça. D'accord. Mais je veux dire, par la suite, en tant que gardien, finalement, est-ce que, je veux dire, tu avais un modèle, est-ce que tu avais un gardien de but à qui tu souhaitais ressembler ou c'était comment? Non, avant, je connaissais rien véritablement dans le poste de gardien de but. Je savais pas, je regardais le foot pour regarder, pour une distraction. C'est au fur et à mesure, j'ai commencé à prendre de l'âge que j'ai commencé à m'intéresser vraiment, à faire des recherches et à suivre vraiment, véritablement des gardiens, tu vois. Je vois. Sinon, Alors, sinon, dans le temps, tout le monde voulait ressembler à Copa, ouais, mais tu tu ne vois. peux pas dire Copa, vu qu'en ce moment, vous étiez tous deux jeunes. Copa, il n'était rien en ce moment, je pense, au moment où tu rentrais à l'académie. Donc, on ne peut pas dire Copa, justement, ou bien? Si, moi, je peux dire Copa parce que je l'ai vu un peu évoluer. J'étais impressionné par les qualités de travail qu'il faisait. Et puis, comme il dit, il n'y avait pas l'esprit ouvert à l'extérieur. Donc, c'est lui seul qui était devant moi. Il y a lui et puis il y a Loseni Konaté aussi. D'accord, d'accord. Alors, je tiens à préciser, ce n'est pas que j'essaie de mettre en doute les qualités du gardien Coupa. Pour moi, c'est l'un des meilleurs. Et d'ailleurs, je lui ai envoyé plusieurs messages. J'attends qu'il réponde aussi et qu'il vienne, bien sûr, participer à l'émission chez Momo Keïta. Bon, maintenant, ce que je souhaite savoir, tu vois, les gardiens, ils ont pour réputation d'être des gens qui lèvent le ton. Et toi, par contre, tu es quelqu'un d'assez réservé, en fait. Comment est-ce que tu arrives à manier cela, en fait? D'abord, j'essaie de me maîtriser moi-même d'abord. J'essaie de prendre le contrôle de moi-même d'abord. Et puis après, rester calme, faut pas que quelque chose va me déranger au fait. Parce que en parlant trop, j'aime pas, en général, généralement, je suis timide. Hein. Je suis très timide, donc crier, je préfère parler avec toi d'homme à homme, tranquillement, pas avec les grands gestes, ça sert à rien au fait. Sur le terrain, le sang est chaud, le gars, il sait qu'il a fait une bêtise, tout le monde sait qu'il a fait une bêtise. Toi, moi, mon rôle, c'est mon aime à vie. Hein. Mon rôle, c'est de lui dire, ah, mon gars, c'est pas bien grave, tout le monde fait des erreurs, mais remets-toi dedans rapidement. Ça sert à rien de l'engueuler et puis tu vas l'enlever dans son match. Pour moi, ça sert à rien. D'accord. J'aime pas les gens qui font des grands gestes. D'accord, très bien. C'est bien clair. Alors, pour revenir à l'académie et à Copa, bah, tu as confié au Copa Show, bien sûr, que tu avais, bien sûr, été recruté par Copa Barry lui-même. À quel âge est-ce que tu rentres à l'académie Mimo Sifcom? Je ne sais plus, hein, je pense bien 13 ou 14, entre 13, 14, 15 ans par là. Hein. D'accord, d'accord. J'étais tout jeune. Imagine, c'était le tournoi 8-8 de l'académie où il y avait 8 joueurs sur le terrain. Avec, je sais pas, une dizaine de centres de formation. À la fin, je suis le seul à être recruté par l'académie, par le bien de Copa, bien sûr, parce qu'il était en charge de recruter les gardiens à l'académie. Et c'est lui-même qui a pris dans son salaire pour m'acheter un trophée. Parce que l'académie, les choses des gardiens, c'était pas trop les trucs. Donc, comme il a vu quelque chose à moi, il était obligé de faire ce sacrifice-là pour moi. Et à travers ce message, il lui dit merci encore parce que c'est lui qui a permis que je réalise mon rêve aujourd'hui. Je comprends. Et tu dis bien sûr qu'effectivement, à l'académie, les gardiens, ce n'était pas vraiment leur tasse d'été. Et à ce propos-là, tu es le seul gardien de la promotion 3. Je veux dire la promotion de Diop Ouma, comme tu citais tout à l'heure, de Kafumba Koulibaly et même de Gervino. Est-ce que c'est difficile ou bien c'est plutôt facile qu'on est le seul à son poste sans vraiment avoir un challenger? Ah, bon, il me dit que c'est un peu facile, hein. C'est un peu facile. Vu que tu fais mal, il n'y a pas de concurrence et puis il n'y a pas, il y a pas vraiment de challenge, quoi. Parce que tu veux pas, c'est toi, tu vas être là. Mais en même temps, ça te permet d'être responsable, au fait. Ça te permet d'être responsable, d'être plus sérieux parce que tu sais que dans la promotion, il n'y a que toi qui es le gardien. Si tu te joues les fous, après tu pénalises tout le groupe. Mais malgré tout, que ce soit facile ou difficile, bah, toi, tu travailles. Et d'ailleurs, en 2004, si mes chiffres sont bons d'ailleurs, lors du tournoi de Rézé en France,
vous perdez au tir au but je veux dire en finale face à Amiens, mais tu t'es mis le meilleur gardien. Comment tu vis ce moment-là? Bon, déjà même là, c'était un challenge de stress à mort, mon gars. J'avais la boule au ventre, c'était chaud. Quand j'ai su que c'est moi qui devais partir, parce qu'on partait toujours avec un seul gardien. Tu vois, s'il a bonne mémoire, il pense que Copa, il a été là-bas aussi, il ne sait plus. C'est que sur tous les gardiens de l'académie qui ont été arrêtés ont fini meilleur gardien. Je sais pas pourquoi, mais tout le monde a fini meilleur gardien. Donc, moi, je vais le dernier. Il faut que je ramène ce trophée aussi. Tu vois? Donc, c'était quelque chose de malade, au fait. Dans ma tête, il faut que je ramène le trophée, quel que soit ce qui va se passer. Mais Dieu merci, ça s'est bien passé. Et puis, je ramène le trophée. On finit deuxième. En tout cas, c'était quelque chose d'extraordinaire. D'accord. Alors, retour triomphal au pays. Tu rejoins le FC Toumoudi en tant que gardien jusqu'à 2006, où tu t'envoles pour la Thaïlande, à Chonburi. Pourquoi principalement ce choix? Déjà, même à Toumoudi FC, je n'étais pas le gardien titulaire, c'est Goré Landry qui était le gardien titulaire de la deuxième génération. Voilà, moi, j'étais juste à son soutien. Il jouait quelques matchs, mais c'est lui qui faisait tout le boulot. Il a joué quelques matchs, mais après, c'est lui que je suivais, tu vois. Maintenant, c'était quoi la question d'avant? Alors, je disais, étant donné que, je vais dire, tu es rentré, d'accord? Et finalement, comme tu l'as dit, tu n'étais pas le gardien titulaire. Effectivement, c'était Goré le gardien titulaire. Pourquoi principalement avoir choisi d'aller en Thaïlande? Pendant qu'en ce moment-là, bah, tout le monde avait des vues sur l'Europe. Et toi, tu reviens de l'Europe, c'est vrai, tu fais un moment de flottement en Côte d'Ivoire, mais finalement, tu décides de partir dans un championnat assez méconnu, en fait. Au fait, il n'y avait pas de débouchés, il y avait pas de débouchés en Europe à ce moment, tu vois. Donc, j'étais là. Vu que quand tu finis la formation comme ça, il faut d'abord jouer dans un club pour bien t'aguerrir à la compétition avant de trouver des opportunités. Souvent, dans le football, il faut pas brûler les étapes, tu vois. Comme l'académie aussi, c'était comme ça. En fait, après, je pense bien si à bonne mémoire, après Rézé, je viens à Abidjan, on joue quelques matchs amicaux avec l'équipe nationale locale. Oui, l'équipe nationale locale. Et puis, c'est là on me retient pour le jeu de la francophonie au Niger. Ensuite, quand j'ai fini là-bas, je suis là, c'est toujours les mêmes choses. Je retourne à l'académie chez Ali Baye, je retourne, c'est toujours les mêmes choses. Et puis, l'opportunité de la Thaïlande s'ouvre à moi. Je n'ai pas le choix, vu que je cherche à jouer. C'est là que je me retrouve en Thaïlande. D'accord. Alors, en Thaïlande, tu fais 2 saisons. L'une à Chonburi, comme j'ai dit, et l'autre à Bisitero. Qu'est-ce que tu retiens de ton passage en Thaïlande, en fait? En fait, la Thaïlande m'a permis de grandir, de voir les choses autrement, de voir le football autrement. Parce que quand on était tous à l'académie, on rêvait, on pensait que tout allait être facile pour aller en Europe, jouer dans les grands clubs. On avait tous ce rêve-là. Maintenant, quand je suis allé en Thaïlande, ça m'a ouvert les yeux, au fait. Ça m'a permis de grandir dans la tête, de voir les différentes choses, au fait. À ton retour de la Thaïlande, où tu étais titulaire à part entière au Bisitero, tu rejoins donc directement l'entente sportive de Bingerville. Comment se fait je vais dire, comment se fait le transfert? Bon, déjà, même là, j'étais même pas venu pour Bégerville. J'étais venu, je devais rentrer à Abidjan, faire les papiers pour aller à Charleroi, en troisième division. D'accord. Donc, je sais pas, il y avait des problèmes administratifs, ça devait prendre du temps. Et puis, je crois bien qu'il y avait problème d'étrangers, le nombre d'étrangers, un truc comme ça, en troisième division avec le Charleroi. Il y avait déjà plus beaucoup d'académiciens. Donc, le président Ali Baye m'a dit d'attendre et puis l'année prochaine, il est parti. Il dit, OK, comme c'est comme je vais attendre. Et puis, il était en partenariat avec Benjerville. Il avait même envoyé certains joueurs. Il a dit, OK, mets-moi dans le lot de Benjerville pour ne pas faire une année blanche. Donc, c'est comme ça qu'il est vers à Benjerville. Et j'ai fait une saison là-bas. Et puis, ensuite,
Justement, donc quelques temps après, effectivement, tu pars pour le Royal Olympique de Charleroi en Belgique. Et pourquoi tu ne restes pas Oui. finalement? C'est vrai que tu as évoqué le problème, je vais dire, du nombre de nationalités, mais finalement, tu as patienté un moment. Et quand tu repars, pourquoi finalement tu reviens quelques temps seulement après? Justement, tu sais, dans la vie, là, ce qui n'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Tu vois? Hmm. C'est spirituel. J'explique. Je vais à Charleroi. 2 semaines après, on m'appelle en équipe nationale A. J'étais même sur le banc même. J'étais sur le banc. Et puis à la mi-temps, ou bien vers, je ne sais pas. C'est que c'était dans le vestiaire plutôt. Dans le vestiaire, et puis il y a un gars qui me dit, ah, tu es convoqué en équipe nationale A. Il dit quelle équipe nationale A? Il dit Côte d'Ivoire. Il dit non, c'est pas sérieux. Il dit oui, oui, c'est vrai. Quand j'arrive en Belgique, c'est ça, le club aussi, ils étaient pas trop professionnels, ils savaient pas, ils savaient pas comment gérer les trucs des internationaux, au fait, tu vois. Donc, quand j'arrive en Belgique, les premiers jours ou bien les semaines qui suivaient, là, je devrais aller à la commune, à la mairie pour pouvoir changer mon visa, pour pouvoir changer mon visa. Et puis, mon visa était une seule entrée. Mon visa était une seule entrée. Donc, quand on me dit que je n'ai pas en sélection, c'était le lendemain, mais je devrais prendre mon vol pour Abidjan. Tu vois? Donc, comme je ne suis pas parti m'enregistrer à la commune pour pouvoir pour prendre un permis de travail, je sors du pays. Au retour, je vais à l'aéroport. Après le match, je vais à l'aéroport. On me dit que non, il ne peut pas rentrer en Belgique parce que c'est une seule entrée sur mon visa. Moi aussi, je ne connaissais pas. C'est les gens du club qui devraient me dire tout ça. Ouais, Tu vois? ouais. Donc, c'est ce qui fait que j'ai traîné. Ça a traîné, traîné, traîné. J'ai vu que ça partait dans 6 mois. J'ai dit, OK, c'est pas bien grave. C'est pas mon destin là-bas. J'ai décidé de rejoindre Abidjan encore, en Côte d'Ivoire encore avec le service sport de San Pedro. Ouais, mais est-ce que ce n'était pas gênant, justement, de devoir rejouer encore au pays? Quand tu sais, après, on est en Côte d'Ivoire, on sait comment ça se passe. On se dit, quand tu vas en Europe, bah, normalement, on se voit mal en train de revenir encore, tu vois, fouler le gazon ivoirien, en fait. Et toi, comment tu l'as pris? Tu l'as pris, bah, comme tu le dis, de façon religieuse, tu l'as pris avec hauteur, ou bien c'était quoi ton état d'esprit en ce moment? J'étais trop tranquille. Il y avait pas, moi, au fait, il n'y avait pas de pression. Moi, je ne vis pas selon les gens. Je vis ce que je pense vivre. Je vis pour moi-même d'abord. Le reste, c'est à toi de m'apprécier ou pas, mais je prends les choses comme je pense, quoi. Je me voyais pas ridiculiser, je me voyais pas venir dans la boue encore. Il me dit que il a toujours été positif. J'ai toujours été positif. Voilà aujourd'hui ce que ça a donné, ce que ça a donné, hein. Je pense que c'était mon destin aussi, hein. Effectivement. Effectivement, il est important de rester positif parce que généralement, quand on est positif, même quand la situation est un peu bizarre, bah, ça découle sur quelque chose. Et pourtant, on peut dire en tout cas que ça a été un combat assez risqué, mais tout de même gagnant, vu que tu fais partie après de l'une des meilleures générations du CW Sport de San Pedro, en fait, qui grave tout sur son passage. Quel est ton plus beau souvenir justement du CW Sport de San Pedro? Ah, c'est le jour où on a été champion pour la première fois. C'était quelque chose de fabuleux. C'est, on avait cherché ce titre-là pendant des années et des années. On finissait toujours troisième, deuxième, troisième, deuxième. Mais cette année-là, c'était notre année. Et puis, on a bien profité, quoi. Tu imagines, CV Sport de San Pedro, champion de Côte d'Ivoire, devant la SEC l'Africa, le stade, tous les grands étaient là actuellement. Donc, c'était vraiment un challenge. En ce temps, le championnat ivoirien était vraiment animé. Tous les matchs étaient des débuts. En plus, on est champion pendant, c'était pas un championnat unique, hein. C'était super division. Donc, imagine super division, ça veut dire que c'est les gros morceaux qui sont là. Ouais. Tous les grands étaient là, tous les grands de Côte d'Ivoire, tu vois. Et puis, sortir de là champion, c'était quelque chose de magnifique, quoi. Mais je pense que Super Division aussi, ça permet d'être champion un peu plus facilement, quoi. Tu vois? Ah oui, Mais on comment? a. Explique-moi. Comment c'est? Parce que si tout le monde est là,
moi, je me dis, c'est beaucoup plus rythmé, en fait. Pourquoi, selon toi, c'est Oui, beaucoup plus facile? c'est un peu plus facile parce que imagine, l'année où on finit champion avec le CW, on n'a même pas, pour être qualifié pour Super Division, je pense qu'on a fini troisième ou quatrième, un truc comme ça. Tu vois? Pourtant, la SEC, l'année là, la SEC était vraiment au top. Ils ont commencé un championnat de dingue. Ils ont battu tout le monde, presque tout le monde. Maintenant, ils arrivent en Super Division, ils sont fatigués. Nous, maintenant, ce qu'on n'a pas fait en championnat unique, c'est là maintenant, dans la Super Division, on commence à gagner tout le monde. Et c'est le sport. Et c'est le sport. Justement, Oui, le sport, il faut être assez méthodique, en fait, parce que si tu donnes tout, justement, en début du match, bah après, c'est compliqué, après, en fait, pour la suite du match. Justement, on va en parler, j'espère, à la suite de l'émission concernant les Ivoiriens lors de la dernière CAN. Parce que je pense qu'effectivement, ça fait partie aussi des points forts d'une équipe, en fait. Si tu donnes tout, que tu te gaspilles, tu te dilapides, bah après, tu n'auras que tes yeux pour pleurer, en fait. Tu as vu? Donc, moi, je pense oui. que c'était largement mérité le titre de Super Division et bravo à vous. Mais qu'est-ce que ça fait justement quand on sait qu'une équipe est restée longtemps sans gagner ce trophée dès que vous arrivez? Bah, quand je dis vous, tu n'es pas le seul, mais tu fais partie en tout cas des héros, on va dire, de cette période-là. Comment est-ce que tu le vis personnellement? En tout cas, c'était un sentiment de joie, de fierté, des sacrifices aussi, parce qu'on a beaucoup souffert aussi. Et puis, tu vois que ce que tu as décidé de faire là, c'est pas du gâchis, quoi. Tu vois? C'est pas du gâchis. Vu une équipe de l'intérieur comme ça venir à Abidjan remporter, en tout cas, c'était quelque chose d'incroyable. Mais je pense bien que l'année là aussi, on avait mérité. On avait mérité. Et puis, le président Eugène demandait aussi, il méritait cette joie-là aussi, vu qu'il dépensait beaucoup. On nous appelait même les Galactiques. On nous appelait les Galactiques tellement le truc était, les conditions étaient bonnes. D'accord. Alors, après le CW Sport de San Pedro, je vais dire, au moment même où tu es à l'un des meilleurs moments de ta carrière, rebelote, 18 niveau académie en deuxième division. C'est quoi principalement ce... En fait, c'est quoi c'est quoi cette folie-là, en fait? Ma vie a toujours été comme ça. Ma vie a toujours été compliquée comme ça. Souvent, moi-même, je m'assois et puis je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais j'arrive toujours à m'en sortir. Je ne sais pas si c'est la grâce. Je peux dire que c'est la grâce de Dieu. J'arrive toujours à m'en sortir. Comme je te dis là, j'ai réfléchi beaucoup avant de prendre une décision, mais quand je la prends, je vais jusqu'au bout pour ne pas avoir honte. Et puis, je ne cherche même pas à avoir honte. Je cherche pas à plaire à quelqu'un, tu vois. Mes trucs sont toujours bien réfléchis, bien calculés, et puis je sais pourquoi je vais là-bas. C'était pas un pari fou en tant que tel. Normalement, après le CW, je devrais voyager pour, je ne sais pas quel pays arabe, là. En Iran, oui, justement. Je devais partir en Iran. Tout était bon. À la dernière minute, il m'appelait même pas là à répondre. Il me dit non, c'est annulé, le club a décidé de prendre quelqu'un d'autre. Donc, vu qu'avant, pendant le championnat, il y a des clubs ivoiriens qui me contactaient, je leur disais que non, ils doivent voyager, ils doivent voyager. Donc, après, quand le championnat est fini, chacun a pris les gardiens qu'il voulait. Donc, je suis resté là presque sans club, quoi. Donc, pour ne pas rester là à faire des années blanches, je préfère aller là où je sais qu'il va jouer, il va avoir au moins un petit salaire pour pouvoir payer ma maison, tu vois. Donc, je vais là-bas. Au bout de 6 mois, la SEC me contacte pour dire non, on veut que tu viennes avec nous. Donc, c'est là, c'est de l'Ivoire Academy, je n'irai pas encore à la SEC. Généralement, à cette émission-là, je passe mon temps à parler de la SEC Mimosa, en fait. Et des fois, ça fait un peu trop. Et normalement, j'avais prévu de ne pas parler de la SEC. Mais bon, je pense que ça fait partie de l'une des périodes assez importantes de ta carrière aussi. Donc, il faut qu'on en parle. Qu'est-ce que tu retiens de ton passage à la SEC? Déjà, ton retour à la SEC, vu que, en fait, toi, c'est là que tu as fait tes premières marques et tout au football. Qu'est-ce que ça te fait de revenir dans ce club-là et comment est-ce que tu vis ce moment-là, en fait? Bon, ça me faisait du bien de retourner à Sol Béni encore après combien d'années. Et puis,
vu que je n'avais pas joué en équipe professionnelle avant de partir. Voilà, c'était quelque chose de fabuleux, quoi. Il fallait que je travaille encore pour être le titulaire. Vu que quand je partais à la SEC, ils avaient déjà un gardien. Ils avaient déjà un gardien qui avait fait au moins 5 à 6 ans. Donc, c'est lui-même qui était le numéro un là-bas. Donc, moi, je viens comme ça. Et puis, au début, même quand je viens, le coach m'appelle, il me dit, ah, on va faire un match chacun. Quel que soit le match que tu vas faire là, le prochain match, je suis banc. Tu vois? Donc, c'est comme ça on est parti. Mais au bout de 5 à 6 journées là, paf, j'ai arraché la place. Il a glissé tout doucement pour être le numéro un. D'accord. Tu sais, j'allais te poser une question assez lointaine dans l'interview, mais je profite en même temps pour te la poser. Tu sais, généralement, au football, c'est de la compétitivité. C'est beaucoup de challenges, c'est beaucoup de, tu vois, de force en fait. Et toi, en réalité, en équipe nationale, tu partages, je vais dire, la titularisation pardon, avec ton ami Karim Sissé. Bah, tu es le numéro un et il est en quelque sorte le numéro 2. Comment est-ce que vous arrivez à faire la différence entre la compétition et l'amitié, en fait? Au fait, c'est quelque chose de simple d'abord. C'est quelque chose de simple, mais il faut faire attention aussi. Il faut faire attention. Moi, dans ma tête, personnellement, dans ma tête, je me dis que Karim Sissé, il peut pas m'empêcher d'être heureux. Moi aussi, pareil, il ne peut pas l'empêcher d'être heureux. Tu vois? Donc, je me dis aussi que c'est une histoire de confiance, c'est une histoire de vie aussi, tu vois. Chacun cherche sa vie. Mais après, il y a des choses forcément qui vont rentrer en ligne de compte. Mais moi, je me mets au-dessus de beaucoup de choses, au fait. J'aime pas rester dans les trucs qui vont faire que ma capacité de m'exprimer vont diminuer. Donc, quand je suis sur le terrain, c'est sur le terrain. Après, ce qui est en dehors, on va s'occuper de ça après. C'est pour ça, quand je joue, les gens disent que je suis trop serein. Non, je suis vraiment 100% là-bas. Je suis vraiment 100%. Maintenant, les histoires hors du terrain, on peut régler ça à tout moment. Mais j'ai 90 minutes ou 95 minutes de concentration. Donc, j'ai pas besoin, je veux pas que quelque chose me dérange. Ouais, mais le truc, après, je comprends si tu n'as que le match, mais je veux dire, vous partagez les entraînements, vous partagez, je veux dire, la préparation, et d'ailleurs même de vous retrouver, parce que vous habitez le même quartier, vous habitez à Tékoubé, c'est bien cela? Oui, oui. Moi, dans le temps, vous habitiez là-bas. Et qu'est-ce que, je veux dire, est-ce que c'est pas gênant des fois de se dire, bah, c'est bon, je tire le drap à mon seul côté? Comment est-ce que vous dites ça personnellement, en fait? Ah, je sais pas quoi expliquer, mais c'est quelque chose, c'est naturel, hein. C'est naturel. L'amitié aussi, l'amitié, c'est naturel. Et puis après, c'est juste en sélection, on s'entraîne ensemble. Après, chacun rentre dans son club. Si tu es performant dans ton club et puis tu viens en sélection, tu retrouves un ami d'enfance, un ami que vous avez partagé beaucoup de choses. C'est un réel plaisir. Pour vous dire quelque chose, même souvent, même, on dormait ensemble dans la même chambre, deux gardiens dans la même chambre. C'est assez rare. Il faut, ça, c'est vraiment rare. C'est vraiment rare. Après, il me dit que bon, l'amitié aussi, c'est quelque chose de fort. Non? Mm, mm. Bon, on va revenir à la période des clubs avant de clôturer, bien sûr, par la sélection. Comment est-ce que tu apprends pour la première fois que tu pars pour l'Afrique du Sud? Parce que, je veux dire, tu as eu une carrière, comme tu l'as dit, assez compliquée avec beaucoup d'embûches. Et finalement, bah, l'Afrique du Sud, c'est quand même un championnat assez, je veux dire, dans les bons moyens. Et comment est-ce que tu apprends que tu dois te rendre en Afrique du Sud? Déjà, en Afrique du Sud, c'est un Camerounais, un manager camerounais qui me contacte, qui m'avait, comme parlé il y a plusieurs années, il pense bien. Et puis, il m'a dit qu'il veut travailler avec moi. Il dit, OK, donc on est resté en communication pendant un à 2 ans comme ça. Et puis, un matin, il m'appelle, il me dit, ah, j'ai trouvé un club pour toi. J'ai dit, ah, c'est bon alors. Donc,
Je savais pendant deux mois qu'il devrait partir. Comme Dieu sait faire les choses aussi, il était en fin de contrat avec, il était où là même? Avec Tanda. Avec la Estanda, effectivement. Et avec Tanda. Même le jour même, il devrait voyager là. Le jour même, il devrait voyager pour venir en Afrique du Sud. On devrait jouer même la demi-finale de Coupe nationale, oui, contre le WAC. J'ai même joué la demi-finale. Déjà dans ma voiture, quand c'est arrivé, il y avait déjà toutes mes affaires dans la voiture pour voyager. Donc, comme c'était la demi-finale, là, j'ai joué la demi-finale le soir même. On a fini aux environs de 18h à 20h et voyagé. Le même soir. Même soir. Même soir. Je ne voulais même pas jouer la demi-finale. Hein. Et puis après, il y a un certain Guy Alain qui m'a dit non, c'est une demi-finale. Et puis le club n'est jamais arrivé à ce stage. Tu vois? Donc, il a essayé de me convaincre, il a joué. Et puis, Dieu merci, on a gagné. C'était la première fois que Tanda jouait demi-finale de Coupe nationale. C'est vrai qu'il les a manqués, mais souvent, il faut faire des choix. Tu vois? Et André, je pense bien que si la finale était quelques semaines après, ils pouvaient jouer. Mais je pense bien ils ont joué la finale un mois après. Hein. J'étais en Afrique du Sud même. C'était mort. Tu vois? Ils ne pouvaient pas risquer aussi. Ouais, c'était mort. C'est quoi tes premières impressions en Afrique du Sud? Oh, en Afrique du Sud, déjà, quand je suis venu, il faisait froid. Il faisait très froid, mais il était venu en hiver, en juillet. Même période comme oui, même jour même. C'était le 10 juillet, c'est arrivé ici. D'accord. Donc, ça fait 5 ans jour pour jour aujourd'hui. Bah, félicitations alors. Merci. Joyeux anniversaire. Merci en tout cas. D'accord. Et donc, quand tu arrives, c'est la fraîcheur. Mais je suppose avec la langue, ça allait déjà, vu que tu étais déjà passé en Thaïlande et là-bas, on parle l'anglais. Et donc, l'adaptation, comment elle se passe en fait? Je parlais pas, en ce moment, je ne parlais pas bien l'anglais. Hein. Je me débrouillais un peu. C'était un peu difficile au début, mais après, à tout ce qu'on me disait en anglais, il disait oui, ok, yes, ok, ok. On y va, viens, on dit ok, allons seulement. Ouais. Mais tout doucement, et puis ça a commencé à aller par faciliter la langue, et puis c'est devenu mon deuxième pays d'adoption. Donc. Alors, pendant que je faisais mes recherches, j'ai vu un commentaire sur toi qui m'a beaucoup plu en fait. Le commentaire disait que tu étais en fait un peu comme du bon vin en fait et que tu te bonifiais avec le vin. Mais oui, parce que bah, après, je sais que tu es musulman et tout, le vin peut-être c'est mal vu, mais j'ai bien aimé, je veux dire, la métaphore en fait. Parce qu'effectivement, quand tu arrives en Afrique du Sud, bah, tu ne commences pas tout de suite en première division. C'est d'abord crescendo. C'est bien cela. Quand je viens tomber dans le bain des premières divisions directement. D'accord. Directement. Il était avec l'équipe de Free State Stars où il a passé 2 années là-bas, 2 superbes années inoubliables. C'est là que je me suis fait un nom là, en Afrique du Sud. Surtout ma première année, tout le monde était surpris de voir mes performances. Tu vois? D'accord. Et comment se fait finalement la descente parce qu'après, tu t'es retrouvé, je veux dire, en division inférieure. Comment cela s'est fait? Comme je dis, hein, ma vie a toujours été compliquée. Il y a eu toujours des hauts et des bas. Il y a eu toujours des hauts et des bas. Même quand on descend en deuxième division, il y a une équipe de première qui était chaud, qui voulait me signer. Au dernier moment encore, tout a capoté. Et puis, je vais à la CAN 2019, oui. Et puis, je vais à la CAN 2019. Maintenant, après la CAN, je demande à mes agents qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'ils ont quelque chose? Ils disent non, les clubs sont en train d'hésiter. Parce que quand tu ne me vois pas et puis tu me vois. Bon, quand on te dit mon âge et puis tu me regardes comme ça, tu dis non, ce n'est pas possible. Tu vois, ce n'est pas possible que j'ai cet âge-là. Et puis après, les choses se font naturellement. Une fois tu me vois, tu as l'impression, à m'entraîner même, tu as l'impression qu'il y a 18 ans. Tu vois? Sinon, souvent, quand les gens regardent mon âge, 35, 36, ils se disent que lui, là, peut-être qu'il a 1 an, 2 ans pour encore au foot. Mais quand tu me vois, tu penses que mes performances, mon entraînement, mes engagements à l'entraînement, tu as l'impression qu'il y a 18 ans. Et puis, naturellement, les choses se font, quoi. Et justement, le truc, c'est quoi? C'est qu'au football,
malheureusement, quand on prend de l'âge, quels que soient nos titres et tout, finalement, on se retrouve à chuter, en fait. Mais toi, Oui, oui. c'est tout le contraire, en fait. Plus tu prends de l'âge, comme je revenais concernant, je vais dire la métaphore, plus tu prends de l'âge, plus il y a une marge d'évolution, en fait. Et je me dis, comment est-ce que tu le prends, toi, en fait, qui a commencé vraiment dans des conditions vraiment assez basses? Est-ce que tu le prends avec de l'humilité ou est-ce que tu te dis, bah, c'est bon, toi, tu es au paroxysme? Non, je prends avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. Quel que soit ce qui va arriver, je prends avec la positivité, avec beaucoup, beaucoup d'humilité. Parce que on nous a toujours dit, hein, l'humilité précède la gloire. Tu vois, souvent, il faut se jeter dans la boue pour que Dieu même te lave tranquillement. Donc, quand je vais là, il y a pas de crainte. Je sais que ça va, je vais m'en sortir. Ma vie est comme un escalier, au fait. Je monte et descends, je monte et descends. Mais il faut être prêt là. Il faut être prêt dans la tête. Il faut être costaud mentalement. Et puis, si tu as foi à ce que tu fais, tu vas toujours arriver. Souvent, ça prend du temps, mais on va y arriver. C'est bien dit, c'est bien dit. Alors, toi, c'est en D2 avec l'Ivoire Academy que tu es sélectionné pour la première fois en A. Et c'est à la CAN 2013. Ça fait quoi d'avoir été aux côtés de la génération dorée? Ah. C'était quelque chose de grand. Et c'était quelque chose de grand. Avec eux, j'ai beaucoup appris. J'ai vraiment appris aux côtés surtout Copa et puis tous les gardiens qui étaient là. Mais avec la génération, ils m'ont fait vivre quelque chose de extraordinaire. C'est que je vois, parce que j'avais jamais été dans les plus grands clubs en Europe, mais avec eux, ils me donnaient vraiment l'envie de bosser et de réussir, Et surtout. justement, pardon de te couper, mais non seulement tu n'avais jamais été avec les plus grands clubs en Europe, mais tu n'étais même pas avec un club de D1 en Côte d'Ivoire même. C'est-à-dire de la D2 avec l'Ivoire Academy, toi tu te retrouves avec la génération dorée. Tu t'imagines ce que ça fait en fait? C'est pour dire simplement que, quel que soit ce qui va arriver, faut jamais, moi, je n'ai jamais douté de mes qualités. J'ai jamais douté de mes qualités. C'est vrai, souvent c'est compliqué, mais il faut être fort dans la tête. Mais ce truc à ce moment, Dieu me l'a donné. Je sais que, avec beaucoup d'humilité, je sais que j'ai quelque chose de costaud. Ouais. Vu que Bon, je suis passé dans mes de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entraîneurs blancs et de beaucoup d'entraîneurs ivoiriens aussi gardiens. Donc, je vais dire que simplement, j'ai un bagage aussi. Hein. ouais, ça, il faut le dire, ça, on ne va pas le nier, personne ne va le nier. Voilà. Ouais, ouais, Voilà. en parlant de bagage, en réalité, tu démarres la sélection. Bon, on va dire, tu démarres avec les éléphants, même les éléphantaux, en 2005. Et c'est aux Jeux de la francophonie où vous finissez vainqueur. Et toi, tu t'avères être une pièce maîtresse de cette équipe-là. Qu'est-ce que tu retiens de, je veux dire, quels ont été les moments les plus forts de cette période-là? C'est quand nous avons brandi le trophée parce que c'était pas du tout facile, c'était difficile. C'était difficile d'arriver. Et puis, c'était ma première vraie compétition internationale, je peux le dire, hein, tu vois. Et puis, il faut dire aussi, on avait un groupe formidable. On avait un groupe formidable. C'est moi, pendant ce temps-là, c'est moi ceux qui ne jouaient même pas en première division. Tout le reste, là, c'était les joueurs de première division. Les Wawa Serge, Barry Boubacar, Angouabrou Benjamin. Et puis, avec qui encore? Kokone Koro Issa, tu vois. On avait vraiment une équipe formidable. En ce moment, même là, toutes les compétitions qu'on partait là, c'était demi-finale. Oui, oui. Bon, on peut dire oui parce que après ça encore, après, je veux dire, les Jeux de la francophonie, vous partez pour le tournoi de l'UEMOA encore quelques années plus tard et vous le remportez en fait. Oui, 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 oui. Au fait, c'était une continuité, non? C'était une continuité avec le même staff, le même staff technique. C'était les joueurs qui changeaient un peu, mais c'est là maintenant j'ai commencé à être cadre j'ai commencé à être cadre. Même, je pense bien qu'à lui, moi, était le capitaine ici ou le deuxième capitaine, un truc comme ça. J'aime justement la transition que tu prends parce qu'effectivement, en parlant du fait d'être cadre,
tu arrives en espoir avec le statut de l'un des gardiens les plus titrés en sélection. Je veux dire, tu as brandi le titre des Jeux de la francophonie et quelques temps après, tu as été aussi vainqueur du tournoi de l'UEMOA en 2008. Est-ce que quand tu arrives, tu te dis que tu dois être absolument donc, titulaire ou tu te dis, bah, ça va aller pas à pas ou comment est-ce que tu… quelle est ta façon de voir les choses en fait quand tu arrives? Il te raconte une histoire. Déjà, même pour aller, c'était juste un des 2 mois ou 3 ou quelques mois après les Jeux Olympiques 2008. Oui, c'était quelques mois après les Jeux Olympiques 2008. Déjà, aux Jeux Olympiques, il n'était pas trop bien. Il avait mal à l'épaule, un truc comme ça. Donc, après les Jeux Olympiques, il rentre dans mon club, il essaie de me soigner. Pendant ce temps, l'équipe nationale locale A prime, il préparait l'UEMOA au Mali. Donc, par la chance, ou il a dit par la force des choses, quelques jours avant leur départ, l'équipe nationale locale demande un match amical contre mon équipe Bingerville, en tant que sportif de Bingerville, à Bingerville, au centre technique là. Donc, c'est là, moi, je viens jouer avec mon club. Ce jour-là, il fait un super match contre la sélection. Du coup, le coach et pendant le match, mon coach, c'est mon père spirituel maintenant, coach Jimmy Asumu, sur le terrain comme ça, en plein match, il me dit, hey, Ali, lundi, là, tu nous rejoins à la sélection. En plein match, il dit, hey, lundi, là, parce qu'il était blessé. En fait, c'est le même staff qui était aux Jeux Olympiques aussi. Tu vois? Donc, il me dit, tu nous rejoins. Donc, lundi, comme ça, j'arrive et puis je voyage avec le groupe. Donc, je n'ai même pas fait de préparation. Ils ont fait au moins 2 mois de préparation. Je n'ai pas fait de préparation. Et puis, ils m'avaient, je suis titulaire. Et puis, tout se passe bien. Les choses. Et on gagne le Mali au tir au but, au Mali là-bas. C'était. Tu vois, tout ça là, c'est des histoires qui forgent les gens. C'est des histoires qui font grandir. Il faut s'en servir pour le futur, quoi. Tu vois? D'accord. Alors, comme je disais, ta première CAN, tu l'as faite en 2013. Et finalement, après 2013, il y a la CAN 2015. Et bizarrement, tu ne fais pas partie des sélectionnés. Après, on va survoler déjà la compétition. Après de voir la Côte d'Ivoire finalement championne d'Afrique, comment est-ce que tu le vis personnellement? Personnellement, c'était quelque chose d'extraordinaire pour le pays d'abord, mais à l'intérieur de moi, j'étais un peu frustré. Mais j'étais un peu frustré dans le bon sens que j'aurais pu être champion d'Afrique aussi si j'avais fait ce qu'il fallait pour être dans le groupe. Tu vois? Je me culpabilise toujours quand quelque chose ne va pas. Tu vois? Je prends toujours sur moi, mais je suis toujours content, je suis toujours heureux pour ceux qui ont gagné. Voilà. Je peux pas être contre le bonheur de quelqu'un. Tu vois? Il a toujours été positif, il a toujours apprécié les gens qui ont gagné quelque chose. C'est que vraiment, pour ça, mon cœur est trop blanc pour ça, tu vois? Je me dis que aussi, c'est les étapes de la vie, hein, je dois passer par là pour être plus fort. Je vois. J'ai dit, après ça, tu es de nouveau en sélection. Et on va dire, après 2015, il y a 2017, il y a 2019. Mais on va dire, depuis 2013, c'est-à-dire tout ce temps, en réalité, tu n'es pas le gardien titulaire. Comment tu vis toutes ces années-là sur un banc? Est-ce que ça ne donne pas envie de finalement dire, bah, ça ne sert à rien que vous m'appelez parce que de toute façon, quand vous m'appelez, bah, c'est pour cirer le banc? Ou tu le prends comment toi, personnellement, en fait? Déjà, personnellement, quand on m'appelait avec les copains, avec Copa, Daniel, tout ça, là, moi, dans ma tête, là, j'étais prêt déjà à jouer, mais dans ma tête, je partais aussi, pas pour jouer maintenant, pour me préparer pour les années à venir, juste aller auprès d'eux pour pouvoir apprendre. Tu vois? Je veux dire que c'était un apprentissage pour moi, quoi. Et puis, mais dans ma tête,
on ne sait pas ce qui peut arriver. Les deux gardiens peuvent être blessés, mais il a toujours été prêt pour pouvoir jouer. Il a toujours été prêt pour pouvoir jouer. Est-ce que ça ne fait pas peur? Parce qu'après, tu sais, le football, c'est un moment, un tout petit moment. La carrière d'un footballeur n'est pas aussi élancée que ça. Et au bout de quelques années, on se dit, bah, il faut maintenant que ce soit mon temps, il faut que ce soit ma place. Mais comment est-ce que toi, tu réussis personnellement? En fait, je veux comprendre comment tu arrives à te dire, ah, ce n'est pas bien grave, je suis là, je veux apprendre tout de même. Il me dit aussi souvent que le temps, là, ça appartient à Dieu. Hein. C'est Dieu seul qui sait ce qui va arriver. C'est Dieu seul qui sait quand il aura ton temps, là, personne ne va pouvoir faire quelque chose. C'est ton temps, c'est ton moment. Personne ne va faire quelque chose. Il faut être beaucoup spirituel. Il faut être beaucoup prier pour pouvoir voir les choses comme ça. Et puis, de ne pas être euphorique, de rester calme. Reste calme et puis tout va venir à toi. On ne va pas à la rencontre de quelque chose qui vient à toi. Sinon, vous allez vous louper. D'accord. Alors, tu vois, moi, je t'ai trouvé très, très élégant dans l'une de tes interviews. En fait, pour moi, le fait d'être élégant, ce n'est pas seulement mettre de beaux vêtements ou ce n'est pas seulement savoir s'habiller, en fait. Il y a l'élégance aussi dans le comportement, dans la façon de voir les choses. Et j'ai apprécié le fait que tu sois en Cannes et que tu te souviennes tout de même de Bowo, qui passait par une période difficile, en fait, et que tu lui tendes la pêche comme quoi tu le soutenais. Même si on sait qu'au fond, quelque part aussi, comme certains arrivent à le dire, le malheur des uns fait bien sûr le bonheur des autres, en fait. Mais toi, tu réussis tout de même, bien que tu sois dans un moment de joie, à te souvenir de quelqu'un qui aurait pu être là aussi, mais qui vit une période difficile. Quelles sont déjà vos relations avec Bobo? Bon, on n'est pas vraiment, vraiment amis, mais on s'apprécie, on se respecte beaucoup. Pour moi, c'est le plus important. Tu vois? Mais on n'est pas amis, on ne mange pas ensemble. Après la sélection, on ne se voit pas, mais quand on se voit, on se respecte mutuellement. Tu vois? Quand quelqu'un te respecte, tu lui dois ce même respect-là aussi. Et puis, en tant qu'humain, ce qui lui arrive, moi, je suis au courant, je sais que c'est comme ce qui s'est passé. Je connais la vraie histoire, mais comme c'est pas mon problème. Tu peux Sinon, je partager sais ce avec qui moi. c'est pas à moi de partager ça, tu vois. Mais je pense bien qu'il a besoin de ça parce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout facile. Il n'était pas préparé à ça. Voilà, quand tu n'es pas préparé à quelque chose, quand ça te tombe dessus comme ça peut te faire perdre la tête. Donc, c'est à nous maintenant qui avons partagé des bons moments avec lui, de lui tendre la main, quoi, tu vois. Je vois, je vois. Alors, en parlant de la CAN, tu as fait vraiment une très, très bonne CAN. Mais je ne peux pas me permettre de parler plus d'une heure avec toi pendant cette émission sans évoquer le match le plus compliqué de ta carrière. En tout cas, bon pour moi. Après, peut-être tu me diras, ce n'est pas ce match-là. Mais me mettant à ta place, j'imagine comment ça a été difficile pour toi. Et pour moi, c'est une question assez épineuse aussi. Mais je t'ai vu en parler dans plusieurs interviews et tout. Mais je me dis, malheureusement, il faut que j'en parle. Même si peut-être ça réveille des souvenirs assez compliqués. Comment déjà, lorsque tu te sais dit, après l'action, comment tu te sens personnellement après l'action? Juste après l'action, comment est-ce que tu te sens personnellement? Je me sens très, 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 très mal. Très, très mal. Très, très mal parce que je me vois comment on appelle, coupable de quelque chose de vraiment. Au fait, je me sens coupable d'avoir gâché la joie des Ivoiriens, un d'abord, et de mes coéquipiers, de deux, parce que le match, c'était pas un match facile, tu vois. Et puis, je sais pas là où j'étais encore, tu vois. Et puis, je me dis aussi qu'il y a des choses qui devraient arriver, hein. C'est des choses qui devraient arriver. Mais comme je le disais mentalement, si je ne suis pas prêt à affronter beaucoup de choses, ça va être compliqué. Donc, tout de suite, comme il y a eu beaucoup de soutien, je peux dire même que ce sont les soutiens même qui m'ont fait revenir plus fort. Tu vois, après cette erreur, tu vois toute une équipe, tout
toute une fédération qui te porte, je pense que c'est quelque chose de faux. Mais Tu vois? justement, ce n'est pas fortuit après, parce qu'on est tous unanimes. La CAN, bah, tu as livré une très belle CAN. Et ça peut arriver. On peut s'autoriser les erreurs, ça peut arriver, frère. Il y a bientôt la CAN en Côte d'Ivoire. Bah, on espère que tu n'auras pas ce genre de problème-là. Mais s'il a fallu que tu passes par ce problème-là pour que tu n'aies pas ce problème-là en Côte d'Ivoire, bah, c'est tant mieux. Ou qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui. Si ça doit arriver pour qu'on puisse gagner la CAN, que j'ai pris mon Dieu pour que ça arrive. T'as Tu vois? vu? T'as vu? Tu vois? Mais le truc, c'est qu'après ça, il y a la sortie. D'accord? Et tu es touché. Et normalement, déjà, la bourde, la sortie, je veux dire ta blessure. Et malheureusement, au lever du jour, d'apprendre encore que tu viens de perdre ton père. Moi, je me disais, c'est sûr qu'il ne va pas jouer le prochain match. Comment tu réussis? C'est où tu puisses ta force, en fait, pour revenir au match d'après. Sincèrement dit ici, il y avait une réponse, j'allais te la donner, mais je sais pas. Mais je me dis aussi que vu l'erreur et puis le décès du vieux, je pense que c'est lié au fait. Je me dis que c'est lié parce que c'est vrai que je fais des erreurs, mais des erreurs comme ça, c'est rare, c'est rare. C'est rare. Il me dit que c'est lié, quoi, tu vois. Je pense que ça m'annonçait quelque chose de triste. C'est comme ça que j'ai vu la chose après avoir appris le décès du vieux. Je me dis que c'était lié au fait. On pouvait pas, au fait, je me dis je ne pouvais pas m'empêcher, tu vois. Je ne pouvais pas empêcher ce genre de trucs. Mais après, je prends les trucs avec joie, avec beaucoup de sérénité, et puis j'essaie d'avancer. En tout cas, qu'Allah l'apaise de là où il se trouve et qu'il retrouve. Amin, 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 amin. Bon, maintenant, il y a bientôt la CAN. Hein. C'est dans pas longtemps. Bah, c'est vrai, on a repoussé. Et c'est dans pas longtemps au pays. Comment est-ce que tu te prépares pour la prochaine CAN en Côte d'Ivoire? Bon, je me prépare tranquillement, tranquillement. Je vais être prêt le jour J, pas avant ni après. Tu vois, j'essaie de bien bosser, je prie déjà mon Dieu pour avoir la santé, pour ne pas avoir de blessures. Et puis tout doucement d'être prêt le jour J. Actuellement, on prend le match de qualification avec beaucoup de sérénité, mais je pense bien qu'on va y arriver. D'accord. Alors, on est bientôt à la fin de cette émission. Mais avant, j'aimerais que tu nous donnes une petite anecdote parce que j'étais forcé, mais jusque-là, tu n'as rien dit. Déjà, quel est le plus beau moment que tu as vécu en sélection et quelle est la plus belle anecdote que tu as de la sélection? Bon, anecdote, je peux dire, c'est lors de mon premier match, hein, la CAN 2000, la dernière CAN au Cameroun. D'accord. La CAN Tu vois, 2010. on avait une préparation difficile, très difficile. On n'a même pas joué de matchs amicaux. Donc, on arrive au Cameroun comme ça. Déjà, même là, le coach ne me dit pas que. Il m'a briefé un peu. Il me dit, on était comme on appelle, en Arabie Saoudite. Il m'a appelé comme ça. Il m'a dit, tu connais la situation. Il dit, quelle situation? Il dit, je ne sais pas, je ne sais pas. Il y a quoi comme situation? Il me dit, non, Sylvain est suspendu pour le moment, blablabla. On essaie de gérer, mais il faut te préparer. Directement, il lui dit, coach, il y a longtemps ici près. Il dit, coach, il y a longtemps ici près. Il dit, ah, c'est bien. On arrive au Cameroun encore. 2 jours après, quand la suspension même est tombée, non, pas tombée, quand c'était provisoire, c'était officiel maintenant que c'était sûr qu'il n'avait pas joué la CAN. Il vient me voir encore, il dit, tu es prêt? Il dit, coach, si, j'ai hâte même que le match commence. Mais ce qui m'a beaucoup marqué, c'était lors du premier match. On fait réunion technique, on arrive dans les versions, on regarde tout. On finit les échauffements. J'appelle, je vais à côté de Eric Bailly et puis Deli Simon. Et puis je leur demande, les gars, les 6 mètres là, comment on les joue? Les gars disent, ah, on joue comme tu veux. Il dit, OK, on joue comme il veut. Il dit, OK, pas de souci.
tous les 6 mètres là, je veux que Eric vienne dans la surface, comment on appelle, Simon vient dans la surface et il appelle Mika aussi. Il dit, Mika, à chaque fois que je contrôle le ballon, je vais te voir devant moi. Tu vois? Donc, après, parce qu'on n'a pas fait, c'est le truc qu'on n'a pas fait à l'entraînement, tu vois, les sorties de balles. Donc, eux tous sont surpris, mais regardent comme ça. Dit, lui, l'entraîneur dit quoi? Donc, effectivement, on arrive au stade, le premier 6 mètres. Et il voulait partir, il voulait qu'il dégage. Tu vois? Il dépose le ballon, il donne le ballon à truc, comment il s'appelle? Eric Bailly, il me remet, il donne à Delis Simon. Delis Simon me remet, il remet. Je contrôle et je vois Mika en 2. Je donne à Mika, pouf. Et tout ça, ils me regardent comme ça. Ils sont surpris au fait. Tu vois? Donc, maintenant, ils ont eu une petite assurance. Maintenant, le deuxième ballon qui vient, le deuxième 6 mètres, il dépose, il dit avancer. Ils ont commencé à m'insulter. Ils ont commencé à m'insulter. Il a fait exprès, il voulait voir les réactions. Et puis, la mi-temps arrive, il y a comment il s'appelle? Canon, il fait Canon. Il vient comme ça, il dit, hey, toi, tu as quel problème? Il dit, c'est comme ça, il veut être pour être dans le match. Il dit, ouais, tu joues bien au pied. Parce que c'est rare qu'il allait nous voir jouer comme ça, on dépose et puis devant. Donc, il a essayé de rassurer tout le monde après. Tout le monde, c'était eux-mêmes, ils voulaient ça il y a longtemps, tu vois. Donc, je les ai mis dans le bain, non, et puis tout doucement, progressivement, on essaie d'avancer. Non. Wow. En tout cas, infiniment merci du temps accordé, Badra. Ça a été super. J'ai appris beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que je pensais que je savais, mais en réalité que je ne savais pas. Après, il y a beaucoup de choses qui se sont finalement affinées. Infiniment merci du temps accordé. Nous, on te souhaite une superbe CAN en Côte d'Ivoire et c'est sûr qu'on sera là-bas pour te porter toute la force du monde entier. En tout cas, j'espère que tu as aimé l'émission où tu... Oui, c'est sympa. C'est sympa. Le plaisir a été partagé. Je suis disponible pour toi tant que tu auras besoin de moi. Je serai là pour toi. Je pense que c'était une émission bien. Tu as vu que tu peux pas connaître les informations plus que moi-même. Bah non, mais il y en a qui par contre qui sont passés qu'ils maîtrisent un peu les informations qu'eux-mêmes. Les gens comme Kafumba et autres. Mais toi, franchement, tu m'as remis. Oui. En tout cas, tu m'as donné du fil à retordre. Et franchement, je n'ai jamais assez merci pour ça. À travers ton émission, j'aimerais peut-être dire peut-être à nos jeunes, tu vois, les gens qui veulent devenir comme nous, qui essaient qui sont dans les situations difficiles, qui veulent devenir footballeurs professionnels comme nous. J'aimerais leur dire, dans la vie, il faut être patient, il faut être courageux, il faut s'armer de beaucoup de force et puis il faut aimer ce que tu fais d'abord parce que si tu n'aimes pas ce que tu fais, la première difficulté, tu vas abandonner. Tu vois, si moi je n'aimais pas ce poste-là aujourd'hui, c'est sûr que j'allais abandonner depuis. Ça va être difficile pour sortir, ça va être difficile pour être à la lumière, mais quel que soit le temps, ça va arriver, ils vont comprendre. Il faut être toujours positif, il faut bosser et puis respecter les autres. Infiniment merci du conseil, Badra, Xavier surtout. Bonne journée, mon frère. Ok, merci. À bientôt, on est ensemble. Maman, à bientôt et puis coucou à tous tes fans et puis on est ensemble. Ça va, allez, ciao. Ciao.